Oh, l'idée, elle est venue, elle est vieille, hein, cette idée, elle date de 2005 à peu près, quoi. Pas très vieux, mais il aura fallu 10 ans quand même. Mais disons que c'est vrai que j'ai un cursus un peu atypique, puisque j'ai commencé à travailler sur l'efficacité énergétique en 1990, à une époque où on n'en parlait pas en France. Et moi, je travaillais pour la Commission européenne. Et là, j'ai travaillé avec plusieurs pays, l'Allemagne, l'Autriche, l'Angleterre, l'Espagne. Et je me suis rendu compte de différences fondamentales par rapport à notre contexte énergétique en France. Et ensuite, dans les années 2000, j'ai commencé à travailler sur le bâtiment, comme donc, expert en efficacité énergétique. Et en 2005, j'ai conçu le premier lycée bâtiment énergie positive qui a été réalisé entre 2005 et 2010 à Poitiers. Et puis, dans mon parcours, j'ai été formé aussi avec des Suisses qui ont une réglementation, notre réglementation bâtiment qu'on a aujourd'hui. Eux, ça fait 20 ans qu'ils l'ont. C'est quand même intéressant de voir un peu les conclusions, finalement, comment eux, ils analysaient, ils appréhendaient un bâtiment. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment de grosses différences parce que justement, la difficulté qu'on a à mettre en place, ce qu'on appelle la réglementation thermique 2012, on voit aujourd'hui que ce n'est pas facile. Depuis quelques années, tout le monde en parle. Eh ben, eux, ils le font et ils ont appréhendé les choses, et notamment les systèmes énergétiques, de façon très différente. Et ça, moi, ça m'a été vraiment un élément déclenchant de voir comment eux, ils appréhendaient cette partie-là. Et c'est à partir de là que j'ai découvert une technologie qui existait, qui s'appelle le desiccant cooling, mais qui n'était pas du tout développée. Et donc, à partir de là, je me suis lancé dans le développement en 2010, programme de recherche sur 3 ans, en partenariat avec l'École des mines de Paris. Ça a débouché en 2013 sur un brevet qui a été validé en 2014. Et en 2014, on a fait le premier démonstrateur qui a permis cet été, qui a été testé cet été. Alors, on a eu la chance d'avoir une belle canicule, une belle chaleur, très humide. Donc, on a pu tester vraiment toutes les configurations possibles et inimaginables. Et là, on va réaliser un démonstrateur dans la métropole de Nice, sur la plaine du Var, sur l'opéra de Nice, dans le bâtiment de l'opéra, sur la salle de répétition de l'orchestre de l'opéra. Donc c'est une belle salle, une grande salle, et donc on va installer notre démonstrateur à cet endroit. Super. C'est super pour nous, la métropole, c'est vrai ce que disait Christian Tourdeau, c'est fondamental pour nous d'avoir des sites, des bâtiments où on peut démontrer notre technologie. Aujourd'hui, on en a la preuve, mais c'est vrai que la visibilité pour le grand public, pour nous, c'est fondamental. Et trouver un bâtiment, un espace, c'est indispensable. Et c'est vrai que la métropole nous permet ça, et c'est vraiment une très grande chance. Thierry, tu peux un peu nous décrire les différentes façons d'intégrer différents types de chaleur avec différentes productions de chaleur et de montrer tout le spectre de la production d'énergie? Alors, pour expliquer le lien entre la chaleur et la production de froid, je vais vous expliquer juste en quelques mots, je dirais, le principe de faire du froid. Pour faire du froid, le principe de base qu'on connaît, que ce soit votre réfrigérateur, pompe à chaleur, enfin, c'est un fluide qui a un cycle compression-détente. Il fait du chaud d'un côté et du froid de l'autre. Voilà. Ça, c'est le cycle, c'est le principe fondamental, c'est ce qui est utilisé partout, que ce soit les pompes à chaleur, les machines à absorption, que ce soit une compression mécanique, une compression gaz, peu importe, c'est toujours la même chose. Puis, un autre principe de base, c'est le principe de ce qu'on appelle techniquement l'adiabatique. Mais c'est quoi l'adiabatique? C'est l'humidité. Alors, l'humidité, pour vous, tout le monde a vécu ça. Vous êtes en été, il y a un orage qui arrive. Allez, en une demi-heure, vous perdez 10 à 15 degrés. Tout le monde l'a vécu. En fin de compte, dans notre machine, on simule l'orage, quoi, en fin de compte. Voilà. Et c'est bête à dire, mais c'est... Et on est par une température extérieure qu'on a mesurée cet été. Alors à Nice, on avait 31, 32. Par contre, des taux d'humidité très élevés. On est les plus élevés de France. Il faut quand même le savoir. On atteint des pointes de niveau de la Réunion. Oui, c'est pour nous le climat le plus contraignant. Bon. Et à 31, 32, on soufflait à 19 dans le bâtiment.
Dans un climat un peu plus sec, vous avez 34, 35, on a réussi à souffler à 17 dans le bâtiment. Donc on arrive avec juste de l'eau, finalement, en utilisant de l'eau, une centrale de traitement d'air particulière, ça on peut, bien sûr, mais en utilisant de l'air et de l'eau, on arrive je dirais, à climatiser. Alors la chaleur, comment on utilise la chaleur? En fin de compte, pour resimuler, si vous voulez, cet orage, on commence à prendre l'air extérieur et on déshumidifie cet air extérieur. On lui enlève son humidité. Et pour enlever son humidité, on est obligé d'utiliser de la chaleur. Mais en même temps, quand on a besoin de climatiser, il y a du soleil, ou alors on est en été et on a toujours une source de chaleur, je dirais, qui est disponible. Vous avez plein de sources de chaleur. Vous avez par exemple des réseaux de chaleur urbains qui ont des unités d'incinération d'ordures ménagères qui jettent la chaleur en été. Vous avez des industriels qui jettent de la chaleur en été parce qu'ils ne savent pas en quoi en faire, on n'en consomme pas. Si vous avez une centrale solaire thermique, elle produit 3 fois plus de chaleur en été qu'en hiver. Alors, en fin de compte, le nombre de centrales solaires thermiques qui jettent la chaleur en été, il y en a beaucoup. Donc finalement, on se rend compte que la chaleur en été, on en a. Et l'idée, pour nous, la chaleur, c'est quoi? C'est de l'eau chaude à 80-85 degrés. Donc, ce qui se produit systématiquement, quoi. Voilà. Et cette chaleur nous sert à déshumidifier l'air. Et ensuite, une fois que cet air est beaucoup plus sec, on a un premier refroidissement mécanique et un deuxième refroidissement qu'on fait par humidification. Et donc, de 32, on passe à 19. Un mot sur la levée de fonds? Et on est en levée de fonds actuellement. Ça tombe bien. Un vrai sujet. Un vrai sujet. 1 million d'euros. Ce qui est important pour nous, c'est de voir aussi que ce produit, on l'a fait à un prix très compétitif sur le marché. Ça, c'est important, parce qu'on commence à avoir des commandes. On appréhende les commandes aujourd'hui. Pour nous, une commande, c'est quand même assez important. C'est des gros volumes, hein. C'est-à-dire qu'en gros, on intervient sur des bâtiments tertiaires industriels. Je dirais l'unité vendue, c'est 300 000 euros. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, le système puisse s'appliquer aux particuliers? Il faudrait d'autres développements. C'est possible. Au Canada, ils y ont travaillé. Donc des levées de fonds. Voilà. Et, non, je poserai la question autrement, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer relativement aisément, sans un développement excessif, des bâtiments nouveaux d'habitation qui utilisent, je dirais, des systèmes de gestion de l'air qui permettent facilement d'utiliser cette technique? Oui. Et est-ce que, par exemple, à Nice, on pourrait imaginer de lancer, par exemple, dans le cadre des HLM, un bâtiment pilote? Oui, tout à fait. Ah, voilà une bonne idée. C'est plus des problèmes réglementaires aujourd'hui qu'on a. Hein. Non, mais c'est juste un problème de sécurité incendie. C'est plus ces problèmes annexes liés au bâtiment. C'est plus cette partie-là qui nous bloque aujourd'hui. Thierry, il ne faut pas oublier d'en parler à Christian Tordeau de retour à Nice. Je n'oublierai pas. Oui, donc c'est important parce que le produit qu'on a réussi à finaliser, on l'a fait, je dirais, dans une gamme de prix très proche de prix marché. C'est ça qui est important. Je pense que la rupture, elle est aussi dans cette approche-là. C'est-à-dire qu'on a des systèmes concurrents qui sont les machines à absorption, que certains connaissent, enfin un certain nombre. Mais quand on regarde pourquoi finalement ces machines à absorption qui sont plus vieilles, hein, ça fait 15 ans que ça fonctionne, elles n'ont pas pris sur le marché, c'est parce que fonctionner avec une source renouvelable, ça faisait quasiment doubler le coût d'installation sur ce qu'on appelle juste les lots, chauffage, ventilation, climatisation, et puis la partie aussi, toute la partie informatique qui est liée à tout ça, ça plus que doublait le coût. On se retrouvait entre 400 et 500 euros le mètre carré sur ces lots, alors que le prix de marché est à 150 euros. Voilà. Nous, ce qu'on a fait, on a réussi à faire notre technologie dans la partie bâtiment, où on est autour de 200-210 euros le mètre carré. Donc finalement, on est à 10, 15, 20% de prix marché. Et c'est tout à fait accessible à ce moment-là dans des promoteurs, des constructeurs, soit de la réhabilitation ou du neuf, mais c'est un prix accessible. Et la source de chaleur, il y a différentes possibilités de sources de chaleur. Et là, soit on est sur du solaire thermique,
on fait appel au fonds chaleur de l'ADEME, puisque le solaire thermique est une priorité actuellement dans le fonds chaleur. Il faut savoir que l'ADEME n'arrive pas à dépenser le budget du fonds chaleur, quand même. C'est normal, puisque vous savez, en France, il y a ce problème complexe à résoudre de l'utilisation de la chaleur. C'est-à-dire que la chaleur, malheureusement, la France, à part quelques exceptions bien connues, comme Villeurbanne, n'a pas beaucoup développé les réseaux de chaleur, ou ici les Moulineaux. Et donc, effectivement, développer la chaleur est complexe parce que en résidentiel, il y a peu de demandes. Et éventuellement, ce serait une bonne solution que de passer par la climatisation pour avoir un nouveau foyer de consommation de chaleur, et ce qui permettrait de relancer un peu la construction de réseaux de chaleur. C'est pour ça que c'est intéressant d'essayer de voir si on ne peut pas faire vraiment une opération de type HLM, parce que là, l'idée est très, très la bonne. réplication ensuite est vraiment facile à faire.